Irène Chagnaud propose voyage sans passeport. Nous nous sommes quittés la semaine passée sur les bords du Brahmapoutre et aujourd'hui, Gabriel Bertrand et Jean Naz nous entraînent à la recherche des Dafla. Jean Naz, les Dafla étaient-ils très loin? Les Dafla n'étaient pas très loin en kilométrage, mais ils étaient loin dans le temps. Pour 400 km, nous avons mis plus de 3 jours par de mauvaises routes. Puis nous avons dû marcher à pied et nous voici dans un village Dafla. Ces Dafla sont des semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils construisent des villages pour 3 ou 4 ans seulement, puis ils se déplacent. Ils sont éleveurs, mais ils sont surtout pirates, ce sont des brigands. C'est une famille, n'est-ce pas, là? Oui, c'est notre guide qui nous présente sa femme avec ses parures de mariée. Elle était terriblement pleine Voici de sa bijoux. ceinture que Gabriel Bertrand lui attache autour de la ceinture. La taille. Et ces clochettes sont en quelque sorte l'étalon or des Dafla. Ils l'étaient du moins avant qu'ils ne connaissent la roupie indienne, la monnaie actuelle. Voici une tombe. Ce qui est très curieux, c'est que les Dafla enterrent leurs morts. Ils ont une coutume plus curieuse encore. Ils relient la bouche du mort avec la surface du sol par un bambou creux. Et pendant 20 jours encore, ils continuent à alimenter le mort. Nous sommes là sur un marché qui se trouve au pied de l'Himalaya, au pied du pays Dafla en quelque sorte. Les Dafla sont venus vendre leur bétail. Oh, il a un couteau terrible sur la poitrine. Oui. Ils sont très craints d'ailleurs, parce qu'ils sont très querelleurs et ils sortent leur coupe-coupe à la moindre querelle, au moindre mot. Et ils agissent avec leur coupe-coupe? Mais certainement, il y a souvent des histoires très graves qu'on ne peut malheureusement pas régler définitivement parce que toujours des soucis avec les tribus pour le gouvernement indien. Ils ont un drôle de chignon sur la tête, sur le front. Oui, c'est la coutume dans toutes ces parties de l'Himalaya. Et leurs oreilles aussi sont bizarres. Ce sont des anneaux qui Des les anneaux en agrandissent. bambou ou en bois. Ils ne connaissent pas bien encore la monnaie. Il y a peu de temps encore, ils faisaient du troc seulement, avec ces clochettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et lorsqu'ils se servent de billets, ils se montrent toujours extrêmement méfiants. Et il est bien rare d'ailleurs qu'ils donnent la somme prévue ou demandée, comme vous le voyez ici. Cependant, le vendeur n'ose pas insister. Il a peur du couteau. Le couteau sortirait certainement s'il y avait la moindre querelle. Dans ces paniers, ils apportent des produits pour la pharmacopée chinoise. La pharmacopée indienne, du moins. Voici par exemple un fœtus de chevreuil séché. Ils apportent également des peaux de pangolin, des becs de toucan. Chose absolument invraisemblable et indéterminable. C'est terriblement désertique ici. C'est le lit d'une rivière, c'est le seul chemin qui peut nous conduire dans une autre tribu où nous allons maintenant, chez les Zapatani. Voici notre petite caravane en marche, nos porteurs sont partis en avant. Seul le magnétophone nous suit. Et la caméra, bien sûr. C'est un village à Patani? C'est le premier village à Patani où nous arrivons. Les Zapatani vivent encore à l'âge de pierre. Ils sont très primitifs. Cependant, ce sont d'excellents agriculteurs. Bien qu'ils élèvent du bétail, ils ont des bœufs, ils ne connaissent pas la traction animale. Oh là, elle a de drôles de narines. Voilà, c'est le type parfait de la femme à Patani. Toute jeune, elle se perce les narines pour s'y incruster des rondelles de bois qu'elle se dépêche d'agrandir. Et ça, c'est l'homme. C'est l'homme. Ça, c'est difficile de savoir lequel est l'homme. La coquetterie, c'est cette ceinture de rotin tressé qu'il porte presque toujours lorsqu'il va au travail. Ils ont l'air solides, costauds. Ils sont très robustes. Ils ne craignent pas le froid non plus. Oh, ces narines, c'est terrible. Cette femme doit être considérée comme extrêmement belle. Les Zapatani vivent dans une société très bien organisée. Les jeunes gens, ils sont divisés en deux classes, esclaves et patriciens. Mais les esclaves sont extrêmement bien traités et chez les jeunes, jusqu'à l'âge du mariage, il n'y a absolument pas de différence entre un patricien et un esclave.
Les jeunes gens ont une liberté sexuelle extrêmement grande avant le mariage. Mais après le mariage, qui est une chose sacrée chez les Apatanis, l'adultère est puni avec la plus grande rigueur, voyez-vous. Si un homme est pris en flagrant délit d'adultère, l'amant, il est mis à mort, il est coupé en petits morceaux et ces morceaux sont cuits au bouillon. C'est absolument abominable, ça ne les a pas dégoûtés du mariage. Non, mais ce bouillon, c'est pour la punition de la femme qui, elle, doit le boire. C'est atroce. Ils n'en sont pas dégoûtés, voyez-vous. Il y a très peu d'adultère On le conçoit. Vous voyez que leurs maisons sont extrêmement précaires. D'ailleurs, ils ne vivent presque jamais à l'intérieur, mais toujours sur ces plateformes, parce que c'est beaucoup trop sombre. Il n'y a qu'une seule ouverture, c'est la porte d'entrée. Ils ont un autel de sacrifice sur le devant. Quand ils sacrifient un animal, ils y déposent un omoplate. C'est un petit bébé à qui nous avions donné un morceau de sucre. Ça devait être le premier morceau de sucre qu'il goûtait de sa vie et il l'a trouvé absolument Délicieux. Elle est ravissante, celle-ci. Elle n'a pas encore les narines très esquintées. Non, on ne le voit pas encore, mais elles sont certainement déjà percées. Il y a un petit bambou dedans, la grosseur d'une allumette. Ça doit faire assez mal, cette histoire. En France, autrefois, on se perçait bien les oreilles pour mettre des boucles d'oreilles. Oui, bien sûr. Ça, c'est une question De mode. de mode. Et voici une scène d'épouillage. C'est assez répugnant, mais enfin, c'est authentique. C'est absolument répugnant. C'est un geste, c'est de la vie courante. Ils sont très sales aussi. Ils sont extrêmement sales. Ils ne se lavent pas plus que les boutanés. Et vous avez dû rencontrer pas mal de poux dans les cases. Oui, mais nous ne vivions jamais dans les cases. Qu'est-ce Et que grâce c'est, au ce- DDT. Oui. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est un totem? C'est un... Oui, c'est un espèce de totem qui indique que voici la case du grand chef. Et le grand chef, le voici, malheureusement, garde à vous. Un peu intimidé par la caméra, mais enfin... assez détendu malgré tout. Ces plumes, à quoi correspondent-elles? Eh bien voici, tous les daflas portent un petit chapeau de rotin tressé. Lorsque ce chapeau est surmonté de plumes ou d'un bec de toucan, cela signifie que l'on a affaire à un grand chasseur. Voici un chapeau différent qui indique que c'est le sorcier, le médecin du village, auquel je ne voudrais pas me confier si j'étais malade. Ça doit être un petit peu imprudent tout de même. Certainement. Ici, on voit très bien l'anneau dans les oreilles. Et le C'est chignon? simplement un anneau de bambou et le chignon, c'est une épingle de bambou ou d'os ou d'ivoire qui le traverse. C'est un jeune. Un tout jeune. Et c'est quand même un chasseur puisqu'il a déjà droit au bec de toucan. Qui est le Et premier des- stade de non? Pas forcément, cela indique qu'il a fait un exploit de chasse. Ah bon, oui, c'est ça. Et ceci, qu'est-ce que ça représente? Les Apatanis sont appelés par leurs voisins les coupeurs de main, parce que lorsqu'un homme est puni pour une raison quelconque, pour un vol ou autre chose, on lui coupe la main, généralement il est tué avant, et on la brûle sur cet autel. C'est définitif, comme ça. C'est définitif, il n'y a La plus de main voleur. impure est punie. Oui. Et ici? C'est un temple à aume qui date du Xe siècle, car nous sommes redescendus dans la plaine maintenant, et nous voici dans les plantations de thé. Vous savez que le thé est originaire de l'Assam. Je ne le savais pas, mais maintenant je le sais, grâce à vous. Et sur cette plantation de thé, nous avons la chance inouïe de rencontrer des Nagas, qui sont ces terribles coupeurs de tête dont on parle si souvent, qui donnent tant de fil à retordre au gouvernement indien. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux, ils sont très musclés, ils sont très fins, ils sont très robustes. Et ils ont l'air très propres. Ils sont très propres. Nous sommes déjà sur la rive sud et maintenant tout le monde se lave. Ah bon, C'est tout à fait l'opposé. c'est une bonne chose. Et pour eux et pour vous. Oui, parce que nous pourrons partager leurs cases. Voilà, ce qui simplifie beaucoup de choses. Et vous avez vécu dans les cases Nagas sans crainte, sans peur, sans... Pas longtemps chez les Nagas, mais nous avons vécu dans d'autres tribus. Ceci est un chef, non? C'est un chef. Voici son bracelet de commandement qui le fait savoir à tout le monde. Et la danse guerrière. Et voilà la danse guerrière. Il s'habille spécialement.
comme ce sont des chasseurs de tête, comme je vous le disais, vous pourrez voir, dès qu'ils se retourneront, on les voit déjà un peu dépassés, les scalps humains les portent dans leur dos. Vous voyez, cette touffe sont des cheveux humains. Le rythme s'accélère là. Oui. Ces petits tabliers blancs sont faits avec des coquillages enfilés sur des fils de jute. Et ces gros bracelets sont faits d'une seule pièce d'ivoire. Ils portent des plumes de toucan sur la tête. Ils sont magnifiques en tout cas, ils sont vraiment très beaux. Ils sont capables de courir pendant des heures et des heures dans la jungle sur la piste d'un gibier. Car ils chassent encore à la lance. Il doit s'opérer tout de même une sérieuse sélection naturelle. Ah oui, les chétifs sont éliminés dès la plus tendre enfance. Merci Jean Naz et à la semaine prochaine pour prendre contact avec les garrots. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Gabriel Bertrand et Jean Naz et Solange Peter. Montage Claude Richard, son Annick Védy, illustration sonore Denise Glaser.